Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. On est très content d'être là. Moi, c'est la première fois que je suis à Brestcamp, donc je suis très content en tant Ouais, que speaker. pareil, c'est ma première fois, donc je suis super contente. Du coup, vous avez peut-être été intrigué par le sous-marin nucléaire qui est dans le titre et sur le slide de présentation. Alors, je vous rassure, on est lyonnais, on est nul en géographie, mais on a bien compris qu'on était à Rennes et pas à Saint-Nazaire. Donc, on va pas parler de système embarqué, mais vous allez voir, le sous-marin va quand même émerger au fil du récit. On va plutôt parler d'autonomie, ça va être ça un peu le mot-clé, même si on parlera aussi du sous-marin. Et donc, l'autonomie dans un contexte qui nous est cher, qui est dans le cadre d'une start-up. Mais on va expliquer un peu tout ça très vite. Peut-être avant, juste expliquer qu'on a un bouquin à faire gagner. Donc le bouquin, c'est Turn the Ship Around, ou Renverser la vapeur en français, de David Marquet. Alors du coup, pour le gagner, il n'y a rien de plus simple, c'est de couvrir notre session sur Twitter avec le hashtag Brestcamp. Et du coup, on a un juge inflexible, Adrien, qui va nous dire à la fin qui a gagné le bouquin. C'est pas la version papier, ce sera la version électronique, mais on récupérera vos coordonnées pour vous l'envoyer. On va peut-être commencer par se présenter. Ouais. Alors du coup, Thomas Pierrin, pour ceux qui le connaîtraient pas, ça fait 24 ans qu'il fait du dev, de l'architecture, que tu as été consultant, tech lead, développeur, tout ça. Grand Et, frère. et du coup, passionné de DDD, c'est pour ça que tu animes DDD France, pour ceux qui connaissent. Et si vous connaissez pas, je vous recommande d'aller voir parce que c'est sympa ce qu'il propose comme contenu. Et du coup, ça fait depuis octobre que Thomas il est VP of Engineering chez Agicap. Et du coup, depuis octobre, t'as plus le temps de coder, quoi. Tu t'occupes des gens. Exactement. J'essaie d'accompagner les gens, mais c'est vrai que je ne code plus du tout depuis le mois d'octobre. Vraiment très peu, 2-3 mobs, mais voilà quoi. Merci Pauline, toi c'est Pauline Jamin, ça fait 8 ans que tu travailles, tu as pas mal de passion. Le domaine Driven Design aussi, qui est une de tes marottes, tout ce qui est design, tout ce qui est back-end, la démarche SRE aussi, on en parlera juste dans le cadre de la conf. Quand tu dévales pas les pentes des Alpes à ski ou à vélo, tu cours, ça doit être la plus sportive de la boîte, je pense. Et moi je suis assez impressionné parce qu'après 8 ans d'expérience professionnelle, elle est beaucoup plus mature que la plupart des gens que j'ai jamais vus. Et même moi, il m'a fallu, à mon avis, encore 2 fois 8 ans avant d'arriver à avoir son niveau de maturité. Donc je suis très impressionné et très content d'être là avec toi aujourd'hui. Merci. Allez, on attaque. L'autonomie. Ouais, on a dit qu'on parlait d'autonomie, mais c'est vrai qu'on va parler d'autonomie dans notre contexte, donc le contexte de notre boîte, qui est une scale-up en hypercroissance. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une scale-up? En fait, une scale-up, c'est tout simplement une start-up en fait, mais qui a prouvé son business model, donc qui a des clients et qui fonctionne quoi, et qui du coup a besoin de grossir très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'hypercroissance. Pour donner un ordre de grandeur, moi je suis arrivée chez Agicap il y a un peu moins d'un an et demi. On était 120 en tout dans la boîte, donc 120 avec les gens qui Tous les arrivaient en même temps services, que quoi. moi. Ouais, tous les services. Et là, je pense qu'on est à peu près 650. Et à la tech, quand je suis arrivée, c'est pareil, on était une douzaine. Et là, je sais plus, j'ai pas les chiffres exacts, mais le mois dernier, on était environ 140 quoi. Donc voilà, donc en moins d'un an, c'est quand même une grosse croissance. Une bonne croissance. Et alors, on imagine bien que dans un contexte de croissance comme ça, si chaque décision doit être validée par un chef ou une chef à chaque fois, etc., ça peut pas marcher. Donc, dans ce cas-là, l'autonomie est vraiment, un truc de survie, quoi. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de l'avoir, on n'avance pas et on s'arrête. Ouais, s'il n'y a pas d'autonomie, c'est pas d'hypercroissance, c'est plutôt hyper frustration, hyper stagnation. C'est ça. Alors, par contre, les startups, toi, qu'est-ce qui t'intéressait dans les startups? Ouais, moi au final, ce qui m'a intéressé dans le fait de rejoindre une startup, c'est ça, hein, c'est l'autonomie, c'est de se dire que on dépend pas de la décision de 50 personnes, un architecte, un deuxième architecte, un architecte fonctionnel, un architecte technique, un chef de projet, un team lead, Un etc. data architecte. Un data architecte, voilà, c'est de se dire finalement on est dans un contexte qui évolue très vite et du coup on peut du jour au lendemain en fait les priorités métiers peuvent changer, il faut s'adapter et du coup il faut faire preuve de beaucoup d'autonomie et c'est ça qui, enfin moi j'ai trouvé ça assez motivant et stimulant et voilà c'est pour ça que j'ai rejoint une start-up et Ok. toi Thomas qu'est-ce qui t'a intéressé dans la start-up? Le pognon. Ça me fait rire à chaque fois. Non, plus sérieusement, j'espère que ça sera coupé au montage. Plus sérieusement, c'est plutôt avec toutes ces dernières années de faire du conseil, de l'accompagnement, de travailler avec mes clients pour les aider à progresser, etc. J'avais un peu l'impression de faire le vin toute l'année.
faire les vendanges, ça nique un peu le dos, et puis de jamais pouvoir déguster le vin, d'ouvrir les bouteilles avec les copains, copines, etc., de devoir partir vers de nouvelles aventures. Et là, je me suis dit qu'au bout de 24 ans, c'était peut-être bien de poser son sac, puis d'essayer de faire profiter un peu de ce que je pouvais apporter, et de pouvoir boire le vin après, à la fin, si ça marche bien, quoi. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Ça n'a pas toujours été le cas, je t'avoue que par le passé... j'ai travaillé parfois pour des structures qui n'étaient pas aussi... tu parlais de rapidité de prise de décision, etc., c'était pas toujours la même sauce. Hein. Et donc j'avoue que ça m'a aussi motivé, la capacité de prendre des décisions rapidement, tout se fait très vite. Et ça, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant quand tu as vécu l'inverse, quoi, avant. Et quand tu dis des structures pas au top de l'efficacité, on sent un peu l'euphémisme. Je sais pas, tu as peut-être des petites anecdotes, des histoires à nous raconter là-dessus? Ouais, j'en ai une par exemple. Donc je travaillais dans une grande banque d'investissement dont je ne citerai pas le nom. Il y avait plein de trucs bien, hein, mais à un moment donné, on devait faire une application. Et donc dans cette application, on devait, pour une salle de marché, on devait travailler avec des instruments financiers, et ces instruments financiers, on devait les récupérer auprès d'un référentiel. Donc c'était un référentiel central. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça dans une grande entreprise, hein, les golden sources, la base de données vraiment omniprésente et voilà, centrale de toute la boîte. Et donc il fallait qu'on récupère ces instruments-là. Très souvent, ce référentiel-là était pas à jour. Donc en fait, nous, qui étions très proches de la salle de marché, etc., on avait beaucoup de changements à avoir appliqués, et on était vraiment embêtés, parce que quand on leur demandait de changer, en disant il y a une erreur sur cet instrument financier, sur cette règle d'arrondi, etc., on nous disait très souvent oui, ok, en gros il fallait faire un ticket Jira, vous devez connaître, et puis on attendait parfois 1 mois, parfois 2 mois avant que ça puisse être pris en charge. Donc c'était pas fou. Et comment vous êtes sortis du coup? Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait un système avec un cache local. On s'est fait un référentiel local à nous, qui était dans notre appli, un truc très simple. Hein. Puis tous les matins, on allait récupérer, on allait aspirer tout ce qu'il y avait de changement dans le référentiel central. Et puis on venait mettre à jour notre petit cache local, créer des instruments s'ils n'avaient pas déjà été rajoutés, etc., etc. Et en fait, le cache local il était intéressant parce qu'on pouvait changer les choses sans attendre Christiane et Liliane là, pour changer le référentiel central. Donc on ne dépendait plus du référentiel central et on était autonome. Donc ça c'était cool. C'est un tout petit exemple, mais c'est comme ça qu'on s'est démerdé, quoi. Toi, du coup? Moi, ça me fait penser à une histoire dans une ancienne entreprise où en fait, j'étais dans une équipe qui faisait de la gestion de sinistres, et en fait, on récupérait des documents des clients. Donc, ça pouvait être des photos, par exemple, d'un accident de voiture, ou des pièces d'identité, ou des constats, etc. Enfin, on avait besoin de capter des pièces, quoi, des documents, et on voulait les injecter donc dans un système de gestion documentaire. Donc, une GED. Ceux qui sont dans les gros groupes, vous savez ce que ça signifie le mot GED. Et du coup, en fait, ce système de GED qui était en place dans notre entreprise, il n'était pas forcément disponible tout le temps. Donc c'était un peu compliqué d'injecter les documents directement, parce qu'on savait que des fois il n'était pas disponible, ça pouvait ne pas marcher, etc. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que les clients, quoi, quand ils posent leurs documents, tout de suite ça soit sécurisé chez nous, et qu'ils puissent eux les retélécharger immédiatement pour voir si c'était pas trompé, pour pouvoir les consulter, etc. Donc finalement, on avait besoin d'une GED transitoire, quoi, d'un endroit de stockage, voilà. Et donc notre idée, c'était de se dire, on a un bucket, on prend les documents, on les met tout de suite sur le bucket, et puis après, plus tard, on fait un système pour les injecter proprement dans la GED, et du coup de manière asynchrone, voilà. Et comme ça, si ça plante ou si c'est pas disponible, on réitère, etc. Et du coup, on est allé voir, comme c'était des documents, on allait voir l'équipe, nous on était l'équipe sinistre, on allait voir l'équipe documents, donc l'équipe GED, et on leur a demandé, est-ce que vous pouvez nous faire un petit service qui fait ça, quoi. Et eux, ouais, pas de souci, mais c'était plutôt 1 an et demi. Et nous, on mettait en prod dans 1 mois, donc on a dit ça va être compliqué. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, comme nous on était en microservice, on s'est dit écoutez, on va faire un microservice qui fait ça. À votre place finalement, enfin en collaboration. Et puis c'est ce qu'on a fait, on l'a livré et en prod. Nous on a pu livrer en prod et eux ils n'ont pas été impactés dans notre roadmap, dans leur roadmap pardon. Donc c'était plutôt pas mal. Donc la conclusion c'est ça, hein, c'est des fois l'autonomie, faut la prendre. Ton microservice, il acceptait les documents du client et même si le service GED était fermé en horaire de fermeture, quoi, pour lui injecter après, c'est ça? C'est ça. Okay. Oui, tu as raison. Parfois, l'autonomie, il faut la prendre. Ça me fait penser à un autre exemple d'un collègue qui s'appelle Jack.
Jack, il démarre une nouvelle équipe sur un nouveau projet et en fait, il se rend compte qu'il attend trop souvent pour avoir de l'infra disponible. Donc, il demande aux DevOps, aux Ops, aux SRE, etc. Est-ce que je pourrais avoir les droits de créer moi-même mon infra où on est des grands, on veut être autonome, donc voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous former un minimum pour qu'on puisse être autonome et le faire? Donc, la demande était bien faite, bien formulée, donc voilà, on l'a accompagné et puis ça leur a permis finalement d'être autonome très vite, en une semaine, 2 semaines, peut-être 2 semaines quand même, pour être autonome, pouvoir mettre en prod tout seul, etc. Donc Jack, il était dosé, il a fait le tour de la boîte tout le temps, et en fait c'était un super évangéliste, il allait voir toutes les équipes et il disait ouais, tout le monde devrait bosser comme nous. Franchement, je vois pas pourquoi vous faites pas comme nous. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut bosser, quoi. Donc, Ouais, ça a l'air un peu trop beau quand même son histoire. Il a pas eu de la chance un peu. ça se voit un peu. Oui, en fait, dans les faits, ça s'est pas exactement passé comme ça. On va dire que c'était un peu plus compliqué. La personne, l'Ops qui les a accompagnés, avait pas prévu de travailler autant et aussi longtemps pour cette équipe-là. Donc en gros, je vous bootstrap un truc au début et je vous laisse faire après, ça s'est terminé en allô, est-ce que tu peux nous dire, il y a cette erreur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. pendant au moins 2 semaines. Alors il se trouve que cette personne-là qui gérait l'infra, elle avait plein de qualités, mais il y a un truc qu'elle savait pas trop faire, c'était savoir dire non. Et du coup, elle était incapable de dire non aux demandes que lui faisait Jack et son équipe. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est toutes les autres équipes qui se sont mises à se faire bufferiser, à se faire mettre en attente, parce que Jack, lui, il était quand même juste plus actif, et donc il posait plus souvent d'interactions et de questions à cette personne-là qui gérait l'infra, et les autres, du coup, leur service s'est dégradé plus globalement. Donc c'était pas si fou que ça. L'autonomie des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est un peu ça, quoi. Un peu ça, ouais, un peu ça. Dans ce cas-là, effectivement, oui. Et donc voilà. Et alors c'est vrai que dans les faits, c'était pas fou. Toi, Moi, c'est vrai que maintenant que tu en parles, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est un peu la vision idéaliste. On a livré notre service, on était peinard. Sauf qu'en fait, dans les faits, comme finalement ce service c'était un service de gestion documentaire, donc ça devait retourner à terme dans l'équipe GED. Et nous, en fait, on l'avait fait selon nos propres normes de mon équipe et pas forcément selon les leurs. Et en fait, eux, ce qu'ils s'attendaient, c'était avoir finalement un service qui était conformiste par rapport à leurs normes à eux. Donc, par exemple, nous, on n'avait pas du tout respecté ce qu'ils utilisaient comme normes pour la base de données. Eux, ils avaient des normes très spécifiques parce qu'ils étaient liés à des vieux systèmes. Et nous, on avait fait un truc plutôt générique, un peu sur les nouvelles normes qu'on avait dans cette entreprise. Donc, on était plus sur du microservice, on était en Spring, on était à la dernière version de Java, etc. Et eux, c'était pas du tout ça. Et du coup, quand au final, on leur a refilé le microservice, ils étaient un peu en panique et ils étaient un peu genre, ouais, mais du coup, nous, on fait quoi avec ça? On n'a jamais fait comme ça respecte pas du tout nos contrats d'API, ça respecte pas finalement les normes, comment on nomme nos colonnes en base de données, etc., etc. Et en fait, c'est vrai qu'on s'était mis d'accord, on avait fait des réunions, mais c'était tout à l'oral et c'était plus, ouais, vous inquiétez pas, nous on le fait, dans un mois c'est fait. Et en fait, on n'avait pas vraiment mis en place des choses très précises. Et en fait, avec le recul, peut-être qu'on aurait pu faire des contract tests, par exemple, ou se poser, tout simplement se poser sur les contrats d'API, les mettre par écrit, voir un peu, peut-être même des schémas de base de données, j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, nous, on a un peu vécu notre meilleure vie, on peut livrer en prod. Et puis quand on leur a refilé un peu le truc à la fin, eux, ils étaient là, ouais, mais pas globe. on fait quoi avec ça, quoi? Ouais. Bon, c'était pas si fou que ça, quoi. Bon, alors, du coup, t'imagines que moi, sur ma première histoire aussi, c'était pas si rose que ça. On avait notre référentiel local, super. En fait, on a 2 problèmes avec ce référentiel local. On a eu 2 problèmes. Alors, le premier, déjà, c'était que pour notre gueule. Donc, ça, c'était bien pour nous, mais pour tout le reste de la boîte et des équipes avec qui on discutait aussi, avec d'autres systèmes, du coup, on était en désynchro. Donc ça pouvait poser des problèmes de consistance à terme et sur des données de référence c'était un peu délicat. Et puis on n'accompagnait pas les collègues, quoi. On travaillait que pour nous. Et puis et le deuxième truc, c'est que on n'avait pas prévu nous de faire un référentiel local au début. On pensait consommer le référentiel officiel de la banque. Donc dans nos stories, dans notre rythme, etc. d'équipe, on n'avait pas prévu. Du coup, autant vous dire qu'on n'a pas fait un cache local de fou, on n'a pas couvert tous les usages, etc. Et donc il s'est trouvé qu'on avait des cas qui n'étaient pas gérés. Par exemple, si on avait
surcharger un instrument dans notre référentiel local, il se voyait pas mettre à jour tous les matins par la moulinette. On n'avait pas bien géré les timestamps, etc. On aurait pu faire des trucs très bien, mais on n'avait pas prévu ça. Et du coup, dans les cas où un instrument, une fois qu'on l'a fixé nous dans notre référentiel local, si dans la vraie vie il rechange une autre fois et que c'est pris en compte par le référentiel central à la banque, en fait, notre référentiel local gardait notre verrue locale. Voilà. Donc on prenait aussi du décalage. On a pu corriger tout ça, mais franchement, on n'avait pas prévu tout ça. C'est des problèmes supplémentaires. Et voilà, c'était pas fou. Donc peut-être qu'on a été un peu naïf. Je sais pas ce que t'en penses, Pauline, et que peut-être l'autonomie, c'est un sujet un peu plus compliqué que ça. Ouais, là ce qu'on voit c'est que autonomie ça veut pas dire autarcie et il faut pas confondre tous les concepts. Et du coup ce que je te propose c'est qu'on peut on peut se pencher sur ce qu'a dit David Marquet, l'auteur du livre dont on fait gagner, sur le sujet parce que du coup depuis qu'il a écrit son livre il est reconnu comme un des leaders un peu mondiaux sur le management et l'autonomie. Et donc David Marquet c'est un capitaine de la Navy américaine et en fait il a écrit donc ce fameux livre qui a été vraiment acclamé par la critique pour un peu parler de ça, parler de l'autonomie et comment lui il a rendu ses équipes plus autonomes. Petite question, qui dans la salle a déjà lu, entendu parler de ce bouquin, Turn the Ship Around ou Renverser la vapeur? Ok, donc 10%. Comme ça, ok. Bon, mais c'est ce bouquin qu'on fait gagner, donc n'hésitez pas à continuer le concours. Ouais, donc David Marquet, du coup. Ouais, donc David Marquet, c'est un commandant de la Navy et en fait, il se rend compte que le management à la sauce Navy, c'est pas du tout efficace. Ça ressemble plus à ça. Voilà, donc un management complètement top-down, bien assumé. Donc l'idée, c'est qu'il y a un leader, donc un chef, quoi, qui donne tous les ordres finalement. Et puis il y a des followers, donc des suiveurs qui sont en attente finalement de tous les ordres. Et on est vraiment dans un modèle bien assumé, leader-follower, ça de toute façon ils assument la Navy. Mais du coup lui vraiment il fait, en fait il rentre dans son premier sous-marin nucléaire, il fait le tour du sous-marin et en fait il se rend compte que ça c'est pas terrible quoi, c'est même ça peut être dangereux dans un sous-marin nucléaire parce que finalement chaque décision qu'on prend sur un sous-marin ça a des conséquences, il faut être très réactif, il faut que ça soit c'est un sous-marin nucléaire quoi. Et du coup lui il a peur, il se dit mais en fait moi je vais être un énorme bottleneck en fait, je vais vraiment s'il m'arrive quelque chose, donc dans son livre il en parle, il y a une grosse prise de conscience, il se dit mais en fait si j'ai une crise cardiaque le truc il coule quoi. Donc ça c'est peut-être pas forcément hyper efficace comme type de management et du coup il se dit comment changer ce management un peu archaïque et qu'est-ce qu'on peut faire, vers quoi on peut aller. Donc c'est un peu tout l'objet de son bouquin et en fait il donne des exemples concrets et il explique comment il a réussi à renverser la vapeur, d'où le titre du livre, et de passer d'un management archaïque à un peu plus finalement leader. Alors, on va prendre quelques-uns de ces concepts. Ouais. Et puis expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc là, on a mis halte au leader-follower. Ouais, c'est ça. En fait, au début, quand il arrive dans la Navy, on lui file un vieux sous-marin, un sous-marin un peu legacy, comme on dirait chez nous. Et donc c'est l'USS Santa Fe. Et donc il fait le tour du sous-marin et il se rend compte que tout le monde est démotivé. Vraiment, les gens sont très qualifiés, donc ça, il n'y a pas de souci. Les gens ont des certifications, ils savent tout faire, mais en fait, ils sont motivés. Donc, par exemple, ils donnent des réunions, ils voient que les gens s'en vont. Par exemple, il y a plein d'exemples comme ça, et il se dit mais comment toute ça se fait ? ressemblance avec. Et il se dit mais c'est bizarre. Pourquoi les gens sont démotivés ? Et en fait, le constat qu'il fait, c'est que finalement, c'est des années et des années de management comme ça, leader-follower, qui ont dû amener à ça, au fait que les gens soient complètement démotivés. Malgré le fait qu'ils soient très compétents. Et en fait, c'est ça, les gens sont en attente finalement, ils sont en attente perpétuelle d'ordre. Et du coup, quand il n'y a pas d'ordre, ils attendent quoi. Ok, donc avant ils avaient des ordres. Et comment il s'y est pris du coup alors voilà. Alors du coup, concrètement, comment il s'est pris ? On va pas rentrer dans tous les détails du livre parce que ça va être très long et très chiant. Mais je pense qu'on peut vous proposer quelques citations qui nous ont inspirés et qu'on a vraiment appliquées. Ouais. Ok. Donc la première, c'est donner des responsabilités et faire des leaders. Donc c'est ça, c'est l'idée, on peut pas attendre de gens qui soient leaders finalement et qui prennent les choses en main si on leur donne pas de responsabilité. Ça paraît évident, mais ça l'est pas forcément. Donc en fait c'est ça, c'est en tant que chef savoir donner des responsabilités à tous les membres de son équipe. Ouais, et c'est un point qui est important, c'est de lutter contre ses instincts en tant que manager, engineering manager, tech lead, c'est lutter contre son instinct de surcontrôle.
Surtout que lui, il était à la tête de ce sous-marin nucléaire, c'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, c'est pour lui, hein, et juridiquement, et etc. Enfin, c'est lui qui est responsable, concrètement. Donc, c'est assez difficile de lâcher prise, mais ce lâcher prise, il est indispensable si on veut que ça fonctionne. Mais il faut lutter contre. Ouais. Et donc, ce qu'il met en place, en fait, c'est il force ses équipes à utiliser le I intend to. Donc, j'ai l'intention de. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, quand vous allez voir votre chef ou votre supérieur ou la personne responsable, plutôt que de venir en disant, là, il y a une situation, qu'est-ce que je fais en fait, de venir en disant, j'ai l'intention de faire ça. Et tout de suite, en fait, ça met les gens en posture de pas de simple suiveur, mais plutôt de leader, en disant oui, voilà, moi j'arrive et j'ai l'intention de faire ça, et du coup j'ai déjà une solution et pas chef, je fais quoi. En fait, avant les gens demandaient la permission, et là qu'on parle d'un permission based à un intention based. C'est au lieu de demander la permission, c'est de dire j'ai l'intention d'activer ou de nettoyer cette torpille ou je sais pas quoi. Voilà. Et s'il y a personne qui vous arrête, c'est que vous avez le droit de le faire, quoi. C'est un peu ça. Un autre truc qui est intéressant aussi, c'est de se dire, en fait, c'est la personne qui localement va avoir les informations, qui va pouvoir avoir le droit de prendre la décision. Sur une chaîne de commandement qui peut être très longue, s'il faut réagir très vite face à un incident, face à un événement critique, on imagine déjà qu'il faut que l'information, le feedback remonte, hein, toutes les strates. Ça peut être long. Ensuite, il y a un peu de perte en ligne sur l'information. Donc, en fait, la personne qui est censée, à la tête de l'ancien monde là, du sous-marin, prendre la décision, il va y avoir une vision qui n'est que partielle, qui n'est pas complète, qui a été déformée. Et donc, on voit un peu les risques que c'est de prendre une décision comme ça. Donc, en fait, lui, il arrive et dit, non, en fait, c'est localement que la prise de décision peut être prise et doit être prise. Alors on passe toujours par le j'ai l'intention de, j'ai l'intention de tourner à droite, machin, etc. pour que les personnes aux alentours puissent dire non, c'est une très mauvaise idée, il y a un truc à droite, n'y allons pas, etc. Mais voilà, autorité pour que localement on puisse prendre des décisions. Là on a le feedback, là on a l'information. Ensuite, il parle de donner des objectifs et pas des procédures. Donc là, il donne un exemple qui est marrant ou pas, mais dans son livre, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a le feu, il y a un incendie sur le sous-marin. Et en fait, la procédure, c'est que la personne qui est de quart, donc c'est l'astreinte en fait, c'est comme les 3-8, c'est les personnes qui sont d'astreinte, c'est à elle de gérer le feu, quoi, l'incendie. Et en fait, ce qui se rend compte, c'est qu'il y a des gens qui sont devant l'incendie comme ça, et en fait, ils sont pas de quart, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils courent, ils vont chercher la personne de quart. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est éteindre le feu. Donc on veut que le gars, il prenne l'extincteur et qu'il éteigne le feu. On veut pas qu'il court à l'autre bout du sous-marin, qui peut être très long, quoi, pour aller chercher la personne de quart. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ok, les procédures dans certains cas c'est bien, ça peut aider, ça peut être des guidelines, mais ça doit rester que ça doit rester que des guidelines. Et finalement, dans l'informatique, c'est ça, c'est de donner des objectifs, mais surtout surtout ne pas dire comment les atteindre. Alors déjà, je pense que tous en tant que dev, on n'aime pas ça, nous dire comment faire les choses, et surtout, pourquoi ça serait le chef qui devrait dire exactement comment faire. Alors on retombe un peu dans le cycle en V. Alors moi, j'en ai jamais fait, je suis trop jeune, mais pour ceux qui en ont fait, moi aussi, je suis trop jeune, j'en ai jamais fait. Mais du coup, on retombe un peu dans le cycle en V où on prévoit 2 ans à l'avance ou même plus. Qu'est-ce qu'on doit faire étape par étape et finalement, on arrive au bout et ce qu'on a fait, c'est pas du tout cohérent, ça répond pas aux besoins. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des objectifs, mais surtout pas des manières de faire, quoi. Des manières de faire. Et en fait, il y a aussi un truc qui est intéressant dans ce bouquin, c'est un concept de geste conscient, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, geste conscient. C'est quand bien même on se retrouve face à une to-do list ou une procédure avec plusieurs étapes. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'ils essayent de se forcer à chaque geste d'être capable de se dire quelle est l'intention et quelle est la cause et quelle est l'intention. C'est pas de suivre le geste bêtement, mais c'est de réévaluer la portée de ce geste au moment où il se trouve, etc. Et ça, c'est un peu plus difficilement perceptible, on va dire, comme concept, mais c'est un concept que je trouve assez puissant. C'est de redonner de l'intelligence au geste au moment où on l'exécute. Effectivement. Ouais. Et bien là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si quelqu'un demande, si quelqu'un dit j'ai l'intention de faire quelque chose, et qu'il n'y a pas de réclamation, finalement, en fait, par défaut, c'est oui, quoi. Voilà. Si le chef ne répond pas ou si personne ne se manifeste, par défaut, la réponse est oui, et ça évite d'avoir d'être bloqué, quoi. Finalement, de dire j'ai l'intention de faire ça ou on va faire ci, on va faire ça, et d'attendre indéfiniment l'aval. Là, c'est par défaut, c'est oui. Voilà. Il y a
faut attendre un peu quand même, et puis il faut être sûr de l'avoir dit aux bonnes personnes, avec le bon niveau de volume, etc. Mais voilà, c'est ça l'objectif. Ouais, il y a une phrase que j'aime bien, qu'un ancien chef disait tout le temps, Henri Giordano pour ceux qui le connaissent, c'est il vaut mieux demander pardon que la permission, c'est un peu ça. Ça, c'est une phrase qui a bien marché, on l'a fait en interne chez Agicap, et maintenant tout le monde l'utilise. Effectivement. Un truc qui est important aussi, c'est de créer de l'espace pour la réflexion. Si vous êtes tech lead ou quelqu'un qui a de l'influence dans votre équipe et que tout de suite vous dites voilà où il faut qu'on aille, mais moi je vous suggérerais bien qu'on aille comme ça, en passant par là, en utilisant tel outil, etc. En fait, vous laissez pas le temps aux gens de se projeter et de réfléchir. Alors, premier exemple négatif, c'est que ça va faire du framing, ça va cadrer la discussion, donc vous allez fermer l'horizon des possibles chez vos interlocutrices et chez vos interlocuteurs, donc ça c'est pas top. En général, là où le chef, on a un peu plus de mal à dire ton idée elle est pourrie, on va pas faire ça. Donc c'est un peu plus difficile dans certains cas, hein, pas tout le temps heureusement. Mais voilà, et donc en fait ça a beaucoup de... Donc en gros, la vertu de dire voilà ce qu'il faut faire, donner la cible et laisser les gens parler, et laisser les gens qui parlent le moins parfois parler pour qu'ils puissent faire des propositions, c'est tout simple, mais ça marche. Faut apprendre à se taire, quoi, en tant qu'un peu personne référente. Enfin, on a tous connu, je pense, en tant que dev junior, cette situation où voilà, on arrive dans une réunion et puis on a le senior ou le tech lead ou le manager ou que sais-je, le chef de projet technique qui dit bah moi je ferais bien comme ça et qui propose sa solution. Et finalement les autres, bah ils ont pas le temps de réfléchir par eux-mêmes. Ils se disent ah bah oui, si lui que je respecte ou qui a ce poste supérieur hiérarchiquement, il dit ça, c'est que c'est sûrement vrai, c'est sûrement la bonne solution. Donc même si j'avais pensé en amont à une solution, elle doit pas être bonne, donc je vais surtout pas en parler. Et ça c'est dommage. Et du coup ça freine complètement la créativité. Donc voilà, donc quand on a une position un peu plus senior, on va dire, il faut apprendre à se taire en fait. Laisser des espaces pour que les gens puissent les occuper et s'exprimer. Alors, un autre truc qui est important. Ouais, alors ça c'est voilà, ça il en parle beaucoup dans le livre. C'est ça va être pire avant d'être mieux. Donc ça c'est vrai que les gens aiment bien le changement, mais ils aiment pas être changés. Et du coup, quand on essaye d'appliquer ces concepts, bah, souvent il y a de la résistance au changement et c'est normal. Et souvent c'est pire. Donc c'est-à-dire que bah, au début, quand on essaye de mettre en place ce genre de choses, bah voilà, ça risque d'être pire avant de finalement de repartir vers de meilleurs horizons. Tu crois pas si bien dire. Bon, on va y revenir dans un instant, effectivement. Un autre point, c'est effectivement que c'est plus facile de se donner du courage à plusieurs. Face à des tels changements, il va falloir que vous trouviez des relais pour pouvoir essayer d'appliquer ça, parce que tout seul, ça peut vous paraître insurmontable. insurmontable. Voilà. Et donc du coup, faut trouver des alliés, faut trouver des sponsors, faut essayer d'être à plusieurs, parce que ces changements culturels-là peuvent prendre beaucoup de temps. Et effectivement, moi c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé chez Agicap. Tu vois, quand je suis arrivé chez Agicap, c'est exactement ça que je voulais faire. Moi, j'avais déjà lu le bouquin, j'avais un peu cette intuition-là. Lucas, le CTO, en entretien d'embauche, il m'avait parlé d'autonomie. Moi, ça m'a bien plu. Alors l'autonomie, j'imagine que tout le monde le dit. Nous, on favorise l'autonomie dans notre entreprise et tout. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait vraiment. Alors moi, j'étais un peu sceptique. Enfin, je voulais voir, voilà ce que ça donnait. T'as fait le tour du sous-marin, du coup? Alors j'ai fait le tour du sous-marin, effectivement. Le tour du sous-marin, c'est de voir un peu rencontrer tout le monde, voir comment les gens travaillent, voir quelle est leur vision de leur travail, de la boîte, etc. Et je me suis dit que en l'état, je peux pas lancer cette démarche, quoi. Ouais. Déjà, j'imagine qu'en 2022, tu peux pas parler à des devs comme tu parlerais à des officiers de la Navy. C'est un peu deux salles, deux ambiances. Ouais, alors de toute façon, ça tombe bien parce que c'était pas du tout le genre de mon délire, donc je serais pas allé là-dessus. Mais effectivement, je me suis dit en état, si on y va comme ça va être. Alors au début, moi j'ai vu plein de trucs qui m'ont plu quand je suis arrivé chez Agicap, la relation avec le produit, la proximité avec le produit, la possibilité de faire du domaine driven design, tous ces trucs-là, c'était vraiment fou. Il y avait plein de choses qui me plaisaient, si tu veux, mais il y a aussi des trucs qui m'ont fait dire que dans l'autonomie, il va falloir que Ouais, et puis aussi souvent ce qui bloque lorsqu'on veut faire du changement, enfin souvent ce qui bloque c'est la hiérarchie, et là c'était pas le cas.
Et ben non, c'était pas le cas du tout. Et c'est ça qui m'a surpris. En fait, je me suis rendu compte que je débarquais dans une start-up et qui était en train de grossir, et qu'il y avait des craintes. Il y a des gens, par exemple, qui étaient très à l'aise avec le mode start-up. Quand on est 10, tu l'as dit toi quand t'es arrivé, vous étiez pas très nombreux à la tech. Quand on est 10, ben les façons de communiquer, de collaborer sont très différentes de quand on est 70, quoi. Et donc en gros, pour certaines personnes, ça équivaut à une perte d'efficacité, ça peut devenir frustrant, etc. Donc en gros, déjà les gens potentiellement ils peuvent se dire mais déjà je suis pas très bien, je trouve qu'on avance moins vite qu'avant. Et là en plus là t'as un Gus qui veut nous parler d'autonomie, de changer tout, etc. Bof, c'est pas. Ouais, et ce qui était flagrant, c'est que c'était plutôt, au lieu que la résistance, ça vienne finalement du CTO ou des chefs, ça venait des développeurs, quoi, Bah, des équipes. oui, et il y a vraiment un risque de c'était mieux avant. Quand on était 10, on allait vachement plus vite que quand on est 70. Donc le côté c'était mieux avant, oui, faut en parler, etc. Et en fait, effectivement, moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est que j'avais déjà par le passé, avec certains clients, j'avais rencontré des situations, par exemple, je me rappelle d'un DSI, que je ne citerai pas, du coup, d'une boîte que je ne citerai pas, mais il passait son temps à dire que ses devs étaient des nuls. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas le citer. Ils sont tous nuls, etc. Nous, à notre époque, tu vois, quand on était 3, on faisait ça, et en 6 heures, on avait un nouveau produit, on avait un nouveau truc qui se faisait rajouter au système et tout. Et je comprends pas, là, je leur demande des trucs, et puis, genre, au bout de 2 semaines, ils sont toujours pas capables de m'intégrer à un nouveau type de produit financier, ou machin. Et en fait, moi, ça me paraissait assez évident comme ça quand je voyais la situation, c'est que le système, ça faisait genre 8 ans qu'il existait, et 8 ans de courir, aller tout le temps raccourci et à faire les trucs les plus évidents, genre en mode tactique, bah, fait que le système, quand je vous parle de système legacy, j'en ai vu, hein, mais celui-là était particulièrement atroce. Je vous laisse imaginer un système dans lequel la base de données, pour chaque tuple, le modèle, le type d'information que vous allez trouver dans telle ou telle colonne va dépendre de la date à laquelle a été inséré le tuple. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de migration de base de données. Donc en gros, il y avait des endroits dans le code, c'est si le tuple il a telle date, machin, alors dans la colonne qui a ce nom-là, c'est en fait l'âge du capitaine qu'il faut récupérer. Sinon, c'est l'âge de son premier enfant. Voilà, ce genre de truc. Donc je vous laisse imaginer à gérer une code base comme ça en tant que dev, c'était fou. Et ben en fait, cette personne-là n'arrivait pas à voir que c'est pas la même situation, on change de braquet, on n'a pas les mêmes façons de travailler quand on est 3 que quand on est 60. Et donc voilà, donc je m'attendais à ce type de truc et en fait non, Lucas le CTO, il était vachement il m'a dit non, vas-y, l'autonomie à fond. Et en fait, l'opposition elle est plus venue de la part de certains devs qui étaient là historiquement, etc. Le côté c'était mieux avant. Alors certains ils te le disent tout de suite. Genre c'était mieux avant. Franchement ton truc là je vois pas. Donc là c'est facile. Quand on fait du change management, parce que ça fait 10 ans que je fais du change management pour tout un tas de clients. C'est du caviar. On sait que là il y a un truc, on peut discuter, etc. Quand sur certaines personnes on dit ah c'est super ton truc. Et puis en fait dans le dos ouais, enfin ça complote, ça fait des trucs pour que ça n'arrive pas, etc. Là, c'est un peu plus compliqué. Rien de non gérable, mais voilà, c'est de l'humain, ça prend du temps, comme tu disais. On aime bien changer, mais on aime surtout pas être changé. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, je comprenais pas pourquoi il y avait certaines réticences. Enfin, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, en fait, on était une start-up. On n'était plus tout à fait une start-up, on était déjà une scale-up. Et une scale-up pas encore complètement efficace dans sa mue. Et il faut prendre conscience de ça, que il faut changer de façon de travailler, il faut changer de modèle. Et donc, certaines personnes ne voulaient pas faire le deuil de ce changement de modèle. Donc, voilà. Et du coup, c'était quoi ton plan d'action ? Je m'étais fait un petit plan d'action. Alors, 1, tu fais le tour du sous-marin. 2, t'établis un peu le diagnostic, ça va être quoi les difficultés, est-ce que je trouve des sponsors, machin, etc. Donc préparer le terrain, quoi, voir qui va poser problème, qui il faut accompagner plus largement et tout. Puis après, c'était d'expérimenter le rapport à l'autonomie, donc c'est faire des expériences et voir un peu comment le système. Hein, on est une société comme ça, quelque part c'est un système aussi, c'est voir comment ça réagit et se dire voilà, au bout d'un moment, quand on a suffisamment d'informations, quand on sait quel est le levier, etc. C'est là où on peut
essayer de renverser la vapeur. Et donc là, c'est là où on en est en ce moment. On est un peu plus que renverser la vapeur là, mais voilà. Donc Du coup, ouais, peut-être qu'on peut voir un peu ce qu'on a mis en place chez Agicap pour faire ça, justement, pour donner plus d'autonomie. ouais, carrément. Alors, 2-3 trucs qu'on a pu expérimenter. Alors, il y a un truc qui s'appelle le Domain Driven Design. On est tous les deux un peu fans avec Pauline. Et c'est un peu un point commun chez Agicap. Le Domain Driven Design stratégique, c'est notamment ce qui permet d'aligner un peu plus le code avec le besoin et de faire un peu d'architecture fonctionnelle et de bien comprendre. C'est un prérequis en général pour l'autonomie et pour en gros l'autonomie des services, des systèmes. On veut éviter à tout prix le système de monolithe distribué. Hein, comme vous savez, si je veux rajouter une nouvelle fonctionnalité, il faut que je demande la permission à 15 équipes de faire des changements partout, etc. Donc l'idée c'est de se dire tiens, on va regrouper ensemble ce qui va changer ensemble. Et c'est de dire le driver, ça va être un driver métier. On va aligner, on va faire une architecture fonctionnelle avec, on appelle ça des bounded contextes, des contextes délimités. C'est-à-dire des endroits où le modèle va avoir un sens et on va essayer de pas mélanger les modèles des uns et des autres, pas mélanger le modèle du marketing avec le modèle de la compta, etc., etc. Et donc ça nous a été bien utile parce que sinon, on est dans des situations où tout le monde peut toucher un peu à tout dans le code, se marcher dessus, etc. Et en termes de delivery, c'est un peu plus difficile. Donc en gros, l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse être autonome et réaliser quand il veut, etc. Ouais. Et du coup, une fois qu'on avait fait ce contexte map, donc on avait réussi à finalement délimiter tous nos contextes métiers de manière assez propre, quoi. Avec le métier aussi. Avec le métier, bien sûr. Donc on a fait ce travail. En fait, on est parti dans ce qu'on a appelé le split du monolithe. Donc c'est ça. En fait, on avait encore une partie de notre code base qui était sous forme de ce qui était un monolithe, quoi. Alors pas tout, parce qu'il y avait déjà des services qui avaient commencé à être extraits. Mais du coup, l'idée c'est ça, c'était de se dire, ok, on va splitter tout ça et on va faire en sorte finalement que chaque équipe qui travaille sur un contexte finalement travaille sur un ou plusieurs services, mais qu'on n'ait pas finalement une seule code base partagée par 50 équipes et que du coup on se retrouve coincé, notamment pour la livraison, parce que du coup quand une équipe fait une nouvelle fonctionnalité qu'elle veut livrer, si on doit attendre que l'autre équipe ait fini aussi cette fonctionnalité, etc. Enfin, on voit vite que ça devient compliqué. Donc l'idée, voilà, c'était ça, c'était de débuter le découpage du monolithe. Et ça s'est fait finalement naturellement, en toute autonomie. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait posé notre contexte map, c'était assez facile, c'était assez naturel. Les gens ont commencé à se dire, moi je suis l'équipe A, moi je suis l'équipe B, et du coup on va extraire les bouts de code qui nous intéressent dans nos services. Et puis l'équipe B pareil, et voilà, et ça s'est lancé. Alors c'est pas tout à fait terminé, mais c'est en bonne voie. C'est bien avancé. C'est de récupérer un peu, chaque équipe puisse récupérer un peu les bounded contextes, entre guillemets, les endroits légitimes pour eux d'intervenir. Là, c'est des exemples de Living Doc aussi. On a pas mal travaillé sur la Living Doc, notamment Guillaume Collic, qui fait partie de l'organisation de Brestcamp, qui a vachement poussé là-dessus, et on a fait des trucs sympas. L'idée, c'est de pouvoir, la carte, le territoire, vous voyez, c'est de pouvoir savoir à tout moment qu'est-ce qu'on a dans le code, qu'est-ce qu'on a dans le ventre, et ça permet d'avoir de la visibilité sur les dépendances entre tel et tel bounded context, entre tel et tel API. Donc ça, c'était très utile pour naviguer, on va dire, à vue. Une autre expérimentation qui a été très utile, c'est le Christmas Refactoring. C'était en début décembre. Décembre, janvier, ouais. Ouais, début décembre. En fait, on a les produits qui nous ont dit, on est un peu fatigué là, on a plein de stories et tout, et on a un peu d'études à faire, un peu plus de prospective. On aimerait bien pouvoir travailler sur certains sujets, peut-être se calmer sur les fonctionnalités, les releases. Qu'est-ce que vous pourriez faire vous côté tech? Nous on a dit il n'y a pas de problème, on a plein de sujets, on a plein de chantiers, et donc on a proposé ça, le Christmas Refactoring. C'est quoi? On s'est mis un mois, un peu plus d'un mois, toute la tech, on s'est auto-organisé, donc on a lancé un board Miro, un premier atelier où on s'est dit c'est quoi nos pains, c'est quoi nos plus gros pains de notre point de vue. Donc vraiment chacun met ses post-it et tout, on les regroupe par thème, on fait voter, on priorise, et là on se dit tiens, on a 3-4 chantiers, 3-4 sujets intéressants. Et après l'idée c'est de se dire comment on se répartit. Et moi j'étais vraiment très impressionné. C'était un moment où je me disais là on va avoir du mal à aller vers l'autonomie, etc. Et là il y a vraiment une auto-organisation qui s'est faite par thème, c'est-à-dire que les gens ne travaillaient plus avec leurs équipes habituelles, mais les gens se regroupaient par centre d'intérêt.
Les daily le matin se faisaient par thème, etc. Enfin ça a débouché la Living Doc, la modularisation du monolithe. Et puis plein d'autres sujets. Ouais, les traductions dynamiques. Ouais, il y a pas mal de. Les API, web. Enfin, il y avait plein de sujets qui nécessitaient qu'on investisse un peu de temps et d'énergie dessus. Et donc, ça a bien servi. Ouais. Ouais, je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Ouais, les produits, ils ont pu se reposer, faire un peu plus de discovery et sans être tout le temps dans le shipper de la feature. Et puis, nous, côté tech, c'était cool parce que finalement, on n'était plus dans notre équipe. On était sur les sujets sur lesquels on voulait bosser. Et du coup, avec des collègues avec qui on bossait pas forcément d'habitude. Et du coup, on avait vraiment un mois pour faire travailler sur ce sujet qui était un des gros pains qu'on avait. Et à la fin du mois, on a sorti vraiment plein de trucs, donc c'était plutôt satisfaisant. Ouais. Des trucs même qui nous ont été utiles après en cours d'année. On a eu à un moment donné un problème de prod sur un composant qui était un peu soumis à... Et en fait, on a voulu aussi faire une migration GCP. On était sur Azure avant et on est cloud native chez Agicap, donc on n'a pas d'infra à part chez les cloud providers. Et donc on a fait une migration vers GCP et on voulait stress tester certains composants, mais en fait on s'est rendu compte que, alors il y a certains tech leads qui disaient oh là là mince, c'est pas possible, il faut qu'on prévoit beaucoup de temps, etc. Et puis là il y a 2-3 personnes qui ont dit non, pendant le refactoring Christmas, nous on a fait un outil, un replayer, un stresseur, on peut vous aider. Et en 3 jours c'était plié, on avait nos stress tests qui étaient setup et tout. Donc c'est des trucs parfois en 2 bandes qui sont voilà. Alors, une autre initiative qu'on a mis en place, c'est les OKR, donc c'est Objectif qui résulte. C'est un peu la mode en ce moment. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est pour reprendre un peu ce qu'on disait de David Marquet, donner des objectifs et pas des procédures. Donc là, c'est vraiment tout l'objectif. Hein. C'est de donner des objectifs, justement, sans dire comment il faut les accomplir, et par contre, donner un moyen de les mesurer. Donc en fait, c'est ça. Donc là, on en a fait pour ce trimestre-là. Je crois que ça va être bientôt la fin d'ailleurs. Donc typiquement, un des objectifs, c'était, alors comme on n'est pas tout à fait en continuous delivery sur certains composants encore, on livre certaines parties toutes les 2 semaines. L'idée, c'était de dire, non, en fait, c'est pénible de livrer toutes les 2 semaines. Donc au moins sur cette partie qui n'est pas encore en continuous delivery, on va essayer de passer à finalement 2 livraisons par semaine. Voilà, donc ça c'est le key result, c'est vraiment ok, si on arrive à ça, on aura rempli notre objectif. Donc l'objectif c'est livrer plus souvent et le key result c'est 2 fois par semaine. Et après par contre, on dit pas comment il faut le faire. Voilà. Donc ça c'est aux équipes qui sont en charge de prendre ces OKR et de les réaliser, de décider comment ils vont s'organiser pour faire ça. Mais en tout cas ça donne un peu un objectif lointain qui est clair, qui est partagé par tout le monde. Donc ça va aussi avec l'autre citation qui était de donner l'information. Voilà, donc on donne l'information, on donne des moyens de mesurer ça, on donne des objectifs, mais on ne donne pas des procédures. Qu'est-ce qui est important? Et en fait, pendant, 2 mois, 3 mois, ça dépend du cycle, on dit, pendant 2-3 mois, ce qui est important, c'est ça. On a eu des trucs sur la perf, on a eu des trucs sur les release management, on a eu des trucs sur les réductions de coûts, on a eu plein de trucs. Donc ça permet à tout le monde de s'aligner un peu sur certains objectifs. Et du coup, ouais, ces OKR, c'est pas forcément lié à une équipe, c'est lié à toute la tech finalement. Et du coup, c'est quand même compliqué de se dire dans une équipe on va s'occuper d'un OKR parce qu'on a quand même nos sujets du quotidien. Donc là, l'idée qu'on a eue, c'est de créer des guildes. Donc en fait, nous on a 20% de notre temps qui est dédié à de la tâche technique, tâche technique. Et c'était pas l'anarchie, mais c'était un peu chacun faisait comme il veut. Donc il y en avait qui étaient plutôt sur la tâche technique d'équipe finalement. Ils pensaient que la tâche technique c'était j'ai livré une feature, mais je suis pas tout à fait content de mon code, donc sur mon temps technique, je vais le refactorer. Alors qu'en fait, non, voilà, le temps technique, c'est vraiment travailler sur des sujets globaux, quoi, qui vont faire avancer toute la tech et pas seulement son équipe. Donc l'idée là qu'on a eue avec les guildes, c'est de créer des guildes par sujet d'intérêt. Donc par exemple, on a une guilde donc continuous delivery, on a une guilde API management, on a une guilde split du monolithe du coup, parce qu'il y a toujours ce sujet en cours. On en a plusieurs. Le tour des fronts, les frontos. Ouais, les fronts aussi. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que chaque dev peut choisir en fait là où les guildes. Alors une, c'est mieux quand même, mais là où les guildes dans laquelle il veut participer. Et du coup, il passe 20% de son temps dans cette guilde. Et bien sûr, les OKR sont alignés un peu avec ces guildes. C'est ça, voilà. En fait, ce qu'on fait dans les guildes est drivé par les OKR, par les priorités données. C'est-à-dire que les guildes, elles sont sur du temps long. Mais savoir si on va mettre du fuel et si on va soi-même se bouger et aider telle et telle guilde, ça va être un peu drivé par les priorités du moment, etc. Il y a des trucs sympas qui sont sortis de ça, notamment de l'hypermédia.
On n'avait pas fait beaucoup d'API pendant longtemps, et puis tout d'un coup là, on avait présenté le talk de Julien Topsu d'ailleurs sur ça, sur faire aligner des API. Je vous le recommande si vous l'avez pas vu, faire des API orientés métier, un peu DDD oriented, mais en mode REST, le vrai REST, pas ce qu'on fait là, mais vraiment de l'hypermédia. Et donc là, on a une équipe, des gens qui ont fait un truc et enfin tout le monde a kiffé le ça a bien mobile, pris, ouais, ça a bien pris. Donc voilà, ça permet sur du temps un peu moins en rush, moins urgence, de faire des trucs sympas. Et même on a été plus loin là ces derniers jours, ces dernières semaines, on a été carrément plus loin, c'est qu'on a dit finalement vu que c'est 20%, mais ça pouvait être compliqué pour certaines personnes, et puis surtout comme c'était 20% mais inter-équipe, parce que comme je disais, les guildes, chacun peut être dans une guilde mais pas forcément avec les gens de son équipe, pour se synchroniser ça devenait un peu compliqué. Donc en fait ce qu'on a tous décidé ensemble, c'est de se dire on réserve 2 jours, donc 2 jours par sprint, donc c'est ça, c'est 20% sur 2 semaines. Et en fait on a dit c'est le lundi mardi entre 2 sprints, en fait on travaille que sur les sujets guild. Donc le PM, il n'y a même plus de délit avec le PM ou le délit d'équipe, c'est vraiment il y a des délits de guild en fait. Et du coup pendant 2 jours on fait avancer les sujets guild, et du coup on a un peu sanctuarisé vraiment ce temps technique pour travailler sur les sujets importants et en alignement avec nos OKR. C'est ça. Alors en parlant de temps, on va accélérer un peu parce que je pense que sinon on va être en retard. Du coup, je vais aller vite sur la partie SRE. Qui sait ce que c'est que le SRE, SRI? Ok, bon, Bonne partie. presque une moitié. Pour les autres, en gros, SRI, c'est une approche DevOps, mais à la Google, quoi. En gros, moi, je vois trois points importants dans cette démarche. Un, c'est de construire en fait une plateforme qui permette aux devs d'être autonomes, d'avoir de quoi être autonome pour releaser, suivre leur prod, regarder leurs métriques, d'être autonome sur leur support. Et donc là, pour ça, dans des environnements un peu complexes avec du cube et tout un tas de trucs, il y a de l'outillage à faire pour permettre aux uns et aux autres d'être autonomes. Donc c'est de le co-construire ensemble, hein, DevOps et DevOps ensemble qui bossent, voilà. Et donc c'est de faire ce travail-là ensemble. L'autre, c'est de détecter les points de rupture de l'application avant qu'on les rencontre en prod. Donc c'est tous un travail de capacity management, de stress test, d'essayer de bien comprendre c'est quoi les risques qu'on va rencontrer. Alors parfois on peut pas tout prévoir, mais c'est d'essayer de faire suffisamment de stress test et de batterie et de tests différents pour pouvoir le détecter. Quels sont les points de rupture de notre application, quels sont les endroits où on stresse le plus, etc. Deuxième point. Et troisième point enfin, c'est de faire un rôle de conseil et c'est d'aller voir régulièrement les devs en disant franchement la plateforme, je sais pas ce que vous faites à la base, mais elle mange. Donc c'est d'aller voir, tu utilises un ORM, ok, c'est hyper chatty, machin, comment on fait, etc. Donc en gros, c'est ce rôle de conseil pour que parfois, quand on est chacun dans notre perspective, on pense pas à tout et on pense pas tout le temps à comment comment notre code va s'exécuter en mode infra. Donc c'est un peu ces trois trucs. On est en train de le lancer, ça a mis du temps, il faut recruter les gens, il y a des changements culturels et tout, mais voilà. Et c'est pourquoi on parle de ça, parce que c'est une démarche d'autonomie aussi, d'autonomie pour les équipes de dev par rapport à leur prod, à leur release et à leur support. Alors, comment ça s'est passé? On a aussi fait... donc, quand on a fait ce talk là, c'était la première fois, c'était à Devox France. On l'avait fait juste une première fois en interne, genre une semaine avant à nos collègues. On a été un peu traqueux, hein, on se dit, là, parce que là, on raconte un peu des trucs, voilà, surtout le change au début. Ça va être tendu. Et puis finalement, ça a vraiment servi de rebond pour plein de choses, pour plein de discussions. Et donc en fait, moi j'ai pris chaque équipe et je suis allé voir chaque équipe. Et c'est pour ça que je parle de tour, c'est-à-dire que j'avais fait un board miro avec tout un tas de trucs qui m'avaient... je m'étais questionné, je m'étais dit tiens, j'avais entendu des trucs dans certaines équipes et je m'étais dit tant qu'on aura ce type de phrase ou tant qu'on aura ce type de posture, l'autonomie, ça va être compliqué. Donc c'était l'occasion en fait de discuter de ce que c'est que la prise la prise d'initiative, ce que c'était que la relation aux autres, la relation au produit, comment on voyait le produit, etc. Et en fait c'était hyper intéressant. Donc je faisais du verbatim. Alors bien sûr je suis pas une poucave, donc je mettais pas qui avait dit ça. Hein. Et l'idée c'était de dire moi j'ai entendu ça. Est-ce que ça vous parle? Peut-être dans votre équipe ça vous parle pas, mais peut-être vous avez entendu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'idée c'était d'arriver à une sorte de liste à la fin sur qu'est-ce qui était important sur l'autonomie. Et notamment, je me suis rendu compte d'un truc. Alors là, c'est vraiment, pour moi, c'était la grosse découverte. Et j'en ai écrit un petit blog post là-dessus. On arrive très bien à comprendre que pour être autonome, il faut avoir des éléments de contexte. Et en général, on se dit, tiens, c'est le management, c'est la stratégie, c'est le produit qui va me donner les éléments de contexte. Tu me donnes le contexte, et après, moi, je peux bosser, je peux être autonome.
Et en fait, le raccourci qu'on prend très souvent, c'est qu'on s'imagine qu'on récupère l'info et après on fait le truc. L'autonomie, ça ne marche. Alors je prends la métaphore du lac et de barque. C'est un peu comme si on est tous sur des barques. Chaque équipe c'est une barque. On est tous sur le même lac. On doit tous aller là-bas, sur l'île à l'autre bout du lac là. Et en fait, si on ne communique pas plus auprès de ses collègues, mettons que toi tu veuilles tourner à droite. Si tu dis pas Thomas, et moi je suis sur notre barque, tu dis pas Thomas, j'ai l'intention de tourner à droite dans 2 mètres et ça va être violent. Tu me donnes pas la possibilité, moi, de te dire, bah non, Pauline, désolé. Alors oui, je peux, je freine et vas-y, passe. Ou non, je peux pas. Il y a un rocher à droite et il y a quelqu'un qui me colle le cul derrière. Donc surtout, ne tourne pas à droite. Et en fait, alors là, c'est un peu une métaphore de la rivière et du lac. Imaginez plutôt si personne ne dit, j'ai l'intention de faire un hotfix dans 2 jours. Cet après-midi, etc. Vous ne donnez pas la possibilité ni au support ni au marketing de vous dire ah non non non, on a une démo investisseur ou on a un spot publicitaire ou un truc machin juste là à ce moment-là. Non, c'est pas le bon moment pour faire ton hotfix, etc. Donc en fait, ce qu'on arrive à voir, c'est que pour être autonome, on a besoin des infos des autres. Ce qu'on arrive moins à voir, c'est que les autres ont besoin de nos infos à nous. Et en fait, on a besoin en permanence, c'est un jeu de communication en permanence entre les uns et les autres, pour dire j'ai l'intention d'eux, t'as l'intention d'eux, etc. La difficulté, c'est de le faire au bon niveau. C'est que ce soit pas la cacophonie, etc., etc. Donc c'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté. Mais c'est important d'en prendre connaissance. Parce qu'il y a des gens pour qui l'autonomie, c'était l'isolement. C'est donne-moi les specs, les contraintes, et après tu me fous la pêche, je fais le truc. Non, c'est tout sauf ça, l'autonomie. Ça, c'est le chaos. Ça, c'est Pauline qui tourne à droite et qui me fait chavirer, parce qu'elle m'a pas dit j'ai l'intention de tourner à droite, quoi. Et ça, c'est plus difficile à comprendre. Donc c'était une grosse découverte pour nous. Ouais, et du coup, pour un peu conclure, quelques pistes qu'on n'a pas encore explorées, mais dont on a pensé. C'était par exemple, pourquoi pas instaurer des SLA d'équipe, se dire, voilà, on va regarder comment l'équipe réagit, etc. Faire des contrats sociaux aussi, se dire, peut-être basé sur, c'est basé sur ça, sur ce que tu viens de dire. Hein, finalement, l'autonomie des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est exactement ça. Donc, en faisant des contrats sociaux, on peut se dire, voilà, quand vous avez l'intention de faire quelque chose, il faut le communiquer à telle personne ou sur tel channel ou sur voilà. Et puis aussi un peu, on a pensé ça, on n'y a pas mis encore en place, c'est le chaos testing d'équipe. Donc dire voilà, par exemple il y a une équipe là pendant une journée, 2 jours ou je sais pas une semaine, ils partent tous en vacances ou ils répondent plus ou ils sont plus dispo, ils se déconnectent du wifi ou même si tu es là, tu peux bosser sur des sujets un peu comme dans les Refactoring Christmas, tu réponds pas. Voilà. Et pour voir comment l'organisation est résiliente face au départ, parce qu'en fait surtout quand on démarre d'un mode startup, on a un mode héroïque qui est très, c'est comme ça que ça se fait au début. Donc les gens se parlent de personne à personne, des channels privés, des discussions privées, etc. Et ça, c'est le fléau de j'ai l'intention d'eux ou que pour toute l'équipe. Donc là, l'idée, on s'adresse désormais aux équipes, on s'adresse plus aux tech leads ou aux personnes, on s'adresse à l'équipe. Et c'est à l'équipe de s'organiser comme elle veut pour répondre aux besoins, pour gérer la prod, etc., etc. Ouais, d'autant plus que quand on est en remote, on peut avoir souvent l'effet, ceux qui sont sur place, il y a des décisions de couloir et du coup ça c'est un peu dommage. Donc pour éviter ça, des contrats sociaux par exemple, ça peut être pas mal. Ouais, ce qu'on a oublié de dire, c'est que quasiment toute la boîte est en full remote. Voilà quoi. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est Pauline qui a sorti ça un jour, je trouvais ça intéressant. Elle a recyclé le principe du Boy Scout. Le principe du Boy Scout, c'est quoi? C'est de rendre un lieu plus propre que dans l'état dans lequel on l'a trouvé. C'est ça. Et toi, ta version là sur l'autonomie? C'est le animateur Boy Scout Role, c'est de rendre les personnes plus autonomes qu'on les a trouvées. En fait, dans le livre, à la fin, il en parle. Il dit, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi quand un chef, un commandant de bord, il est renommé, il a des étoiles ou je sais pas quoi, enfin, il est très bien vu au niveau de la Navy. Finalement, c'est quand un chef qui a pris toutes les décisions, qui s'est mis limite en burn-out et qui a fait marcher son bateau un peu d'une main de fer. Et puis en fait, quand il se barre, finalement, c'est le chaos. Tout s'effondre et il faut vite le remplacer par quelqu'un d'un peu équivalent. Et en fait, pourquoi on évalue les compétences des gens là-dessus et pourquoi pas on n'évaluerait pas plutôt les compétences sur quand cette personne part finalement l'équipe elle est plus autonome que quand on est arrivé et elle est capable de tourner quasiment sans chef. Donc voilà, une des phrases que j'aime bien, ce serait de dire c'est un peu comme avec les enfants quoi, c'est si tu fais bien ton boulot de manager en fait tu te rends dispensable. inutile. Ouais, dispensable quoi. Effectivement. Voilà. On va conclure rapidement pour voir si on a du temps pour les questions. En conclusion, l'autonomie c'est obligatoire quand vous grandissez vite, parce que sinon, on l'a dit, demander la permission aux uns aux autres, chaîne de décision, c'est tout pourri. Deuxième point. Ouais, la quête d'autonomie, c'est souvent compliqué. Il faut pas brûler les étapes. Comme on l'a dit, les gens aiment changer, mais ils aiment le changement et changer, mais ils aiment pas être changés, donc c'est souvent compliqué.
C'est ça. Et troisième point, c'est très important de travailler sur lâcher prise. En tant que manager, en tant que personne d'influence, etc. Moi, je sais que par exemple, pour moi, qui adore l'architecture technique, qui adore le dev, qui adore le design, qui adore plein de trucs, de devoir lâcher ma casquette et de fermer ma mouille dès que j'entendais des trucs avec lesquels j'étais pas forcément d'accord, etc. Mais pour permettre aux uns et aux autres de prendre leur autonomie, de travailler, d'apprendre à travailler un peu plus ensemble, bah ça nécessite en tout cas pour moi, c'était un effort. Voilà, quand on est passionné sur un sujet, on a envie de s'impliquer, bah il faut laisser la place aux autres. Il faut apprendre à se taire. Ouais. Donc voilà. Et ben merci beaucoup. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Zéro question. Une question. Une question. Ah, elle a intérêt à être bien. Hein. Oui. On va la répéter. Je vais répéter la question. Est-ce que sanctuariser du temps pour faire du refactoring, etc., genre 20% de temps pour faire des tâches techniques et tout, c'est pas un pansement sur un symptôme plus profond qui serait on rush un peu trop dans le reste du temps et on fait pas ce qu'il faudrait qu'on fasse au bon moment, c'est ça? Alors, pardon. Ouais, en fait, non, parce que du coup, l'histoire des guildes, c'est pas du tout des sujets justement de pansement technique. C'est pas, en fait, on n'utilise pas ce temps pour dire j'ai mal fait un truc et je le refais. C'est plus du temps pour faire de l'outillage. Enfin, par exemple, là, moi, en ce moment, je travaille sur la guilde Continuous Delivery, donc pour livrer de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. Et du coup, on met en place des feature flags et on n'a pas de système. Enfin, on veut pas acheter un truc super cher de feature flag. Donc, on est en train de créer avec Backstage. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, bref, c'est très chouette. Avec Backstage, on est en train de créer un plugin pour gérer nos feature flags. Du coup, ça n'a rien à voir avec, entre guillemets, mon boulot de squad. Mais par contre, c'est cool d'avoir le temps, sans ces 20%, d'être sanctuarisé et d'avoir vraiment 2 jours où je puisse bosser là-dessus et dire, OK, je fais un petit framework ou un petit plugin Backstage ou un truc pour vraiment aider toute la boîte sur un sujet particulier qui fait avancer tout le monde, quoi. Mais tu as raison, il faut être vigilant parce que c'est un vrai risque celui que tu mentionnes. Donc il faut être vigilant pour ne pas se dire à chaque fois face au produit que le produit te dise bah ça tu le verras dans tes 20% quoi. Donc il faut tenir la position et voilà, mais ouais, faut que le produit ils sont embarqués là-dedans, mais le produit ils sont conscients que quand c'est vraiment finalement des tâches techniques liées à notre équipe, bah ça fait partie du temps de développement. Et par contre quand c'est des choses en dehors de l'équipe, oui c'est sur les 20%. Mais effectivement, tu as raison, ça peut être un risque. On a déjà débordé, donc merci beaucoup pour ta question et merci à vous encore et bonne fin de conférence. Et le livre Ah, le livre